Salut à tous. Salut messieurs. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'ils sont là? Tout le monde est là. Nous revoilà, nous sommes de retour pour le salon tactique spécial demi-finale et finale de Top 14. Avec ce dernier match entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles, ce sera vendredi soir au Stade Vélodrome de Marseille. On rappelle, Toulouse s'est débarrassé de La Rochelle vendredi et ça a été encore plus chaud, plus serré hier pour l'UBB qui a dominé de 2 petits points le Stade français, 22-20, toujours à Bordeaux. Le casting, vous les connaissez, vous les voyez. Alexandre Bardot au bout de l'écran, nous fait le plaisir d'être là. Il a raté ses cours de natation. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une présentation gentille pour Jean-Baptiste Elissalde. Il manque plus que les cigares pour Jean-Baptiste Elissalde. Ouais. Après, c'est l'effet, ouais. On dirait bien un ancien de Montpellier, ça. C'est totalement le look de Montpellier, ça. Jean-Baptiste, je voulais faire une présentation gentille. D'abord pour dire, Jean-Baptiste Elissalde, c'est comme l'expertise. 2 titres de champion de France comme joueur, avec le Stade Toulousain. Un titre en tant qu'entraîneur du MHR. Bonjour, ça fait du bien Pas d'avoir du un tout. spécialiste. Pas du tout. C'est quoi alors? Ravi, c'était Pas du tout. classique. C'est l'inverse, Jeff. C'est l'inverse. Malheureusement, je n'ai gagné qu'une fois le titre en tant que joueur et 2 fois en tant qu'entraîneur. Oh, caramba! Je voulais te faire plaisir, et quand je veux te faire plaisir, ça marche jamais. C'est pas terrible en fait, non? C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, Ça va toi? c'est un peu décevant. Tout va T'es en bien. forme? Bonjour à tous. Je suis content de vous revoir. On va pouvoir Ouais. parler rugby, ça me manque. Ça te manque, ouais, t'as des choses à dire sur ces matchs-là, non? En plus, 2 équipes que tu connais Oui, bien, oui, ben, notamment le match de vendredi. le premier était un peu toujours délicat pour moi. La seule chance que j'ai dans ce match-là, c'est qu'à la sortie, quoi qu'il arrive, je suis content. Et j'étais au stade dans des conditions un peu particulières, pour une fois, mêlé aux gens, aux supporters. Ça m'a fait plaisir de revoir beaucoup de monde. D'habitude, je reste devant la télé, mais là, c'était plutôt sympa. Et j'étais en famille, donc j'ai passé un très très bon week-end à Bordeaux. Alex, ça t'a plu ces 2 demi-finales? Ça laisse un peu sur sa fin, je trouve, parce que le match de vendredi était bien parti, et puis les deux cartons rouges dont je ne veux pas discuter la réalité, la justesse, mais en tout cas, il change le cours du match, il change le déroulé du match, et il tue un peu le suspense, même s'il n'y a pas à les regretter. Et hier soir, c'était quand même, on y reviendra, mais c'était quand même c'était du football rugby, quoi. On va revenir en profondeur là-dessus, mais on attend toujours un peu un truc très exceptionnel, les demi-finales comme des finales. On n'est pas tout le temps ravi de ce qu'on a vu, mais au final, il y a quand même un aspect festif qui est sympa. Bon, il y aura 3 thèmes dans l'émission parce que ça a été longuement réfléchi, des heures de rédaction, de réunion, parce qu'on va faire d'abord la première demi-finale, la deuxième et après la finale. C'est pour vous dire si c'est malin là-dedans dans la tête d'Alexandre Bardot. On va commencer évidemment par ce match entre Toulouse et La Rochelle. L'analyse globale, Jean-Baptiste, déjà, sur quoi ça s'est joué globalement ce match, selon toi? Ben, ce match et l'autre, mais ce match encore plus particulièrement, était à l'image de la saison des deux équipes. Une équipe de Toulouse qui a voulu a essayé de mettre de la vitesse, même si elle a balbutié, et ce, dès l'échauffement, avec beaucoup de scories, peut-être par un manque de rythme, le fait qu'ils n'avaient pas aligné cette équipe type depuis 4 semaines, le titre de champion d'Europe. Donc une équipe qui veut mettre du mouvement, qui veut faire bouger le ballon, face à une équipe de La Rochelle, égale à elle-même, costaud, qui voulait, elle, se diriger plutôt dans les coins du ring et faire du corps à corps, ce qui lui a réussi. Et dès que Toulouse a mis un peu plus d'ampleur au jeu, on verra tout à l'heure, on y reviendra, et bien elle a été en difficulté. Et je les ai trouvés, les Rochelais, un peu lourds, pas très enclins, alors qu'on les avait vus la semaine d'avant avec un peu plus de dynamisme, notamment quand ils se séparaient du ballon pour aller chasser les adversaires. Là, je les ai trouvés vraiment en grande difficulté dans le déplacement, que ce soit avec ou sans ballon. Et dans le replacement, c'était assez criard sur le terrain et les Toulousains ont été beaucoup sanctionnés. Et j'ai trouvé que sur cette demi-finale aussi que Dupont n'étant pas le Dupont qu'on attendait à traverser le terrain, la superstar du terrain, j'ai trouvé qu'on avait vu remplacement par l'arbitrage, avec beaucoup de coups de sifflet. Alors c'est vrai que Toulouse a fait beaucoup de fautes, est-ce qu'elles y sont toutes? Peut-être, mais c'était très très haché et c'est ça qui nous laisse un goût un peu d'inachevé sur ce match-là.
Alex, c'était deux physionomies d'équipes différentes aussi, non? Ouais, ça fait plusieurs années qu'ils nous habituent à une opposition de style. Et malheureusement pour les Rochelais, ça finit quand même un peu toujours pareil, c'est-à-dire que c'est la vitesse qui finit par triompher. Alors là, la vitesse a été aidée aussi par le fait qu'ils sont passés à 14 puis à 13. Et bon, ça devenait très difficile pour les Rochelais, mais en fait, c'est toujours marrant à voir cette opposition de style. Il y a eu évidemment les Mauls Rochelais. La stratégie rochelaise était claire, aller dans les coins comme dit Jean-Bas, et puis boxer dans les coins avec des Mauls. Mais ils ont été aussi extrêmement efficaces pour baisser le rythme toulousain dans le jeu au sol. Ils ont fait un combat dans le jeu au sol où à chaque fois ils allaient pousser sur les soutiens toulousains pour les faire basculer, pour faire ralentir d'une seconde ou de 2 secondes. Parfois même ils se sont mis à la faute de manière assez grossière. Ça a été le cas sur le carton jaune de Noël, mais j'ai le souvenir de Latou aussi. Donc c'est toujours marrant à voir cette opposition de style. On s'ennuie jamais quand ces deux équipes, ou rarement quand ces deux équipes s'affrontent, parce que justement il y a ce côté, ouais, c'est un peu, c'est Mohamed Ali contre George Foreman, quoi. Putain. Il y a vraiment, Il vraiment t'a de ça, prise. quoi. Ah, il a volé la punchline de J'étais né Jean-Baptiste, à il l'époque l'avait en gardée. plus. Oh là là. Il m'a Sale volé mon type, hein. lancement de jeu favori, exactement. Sale type. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'était que ben, quand George Foreman a réussi à mettre Mohamed Ali dans les coins, ils ont souffert, d'autant plus avec l'absence de Meafou, toujours en faisant démarrer Movaka pour avoir une meilleure mêlée avec Marchand en seconde mi-temps et deux piliers entre guillemets un peu plus faibles. Donc manque de puissance du côté de Toulouse. Toulouse voulait errer et dès que Toulouse a pris un peu de vitesse et a pris un peu d'envergure, La Rochelle est en grande difficulté sur le déplacement défensif et ils se sont énervés alors que ils étaient à leur main hein, à 20-15 à la 45e. Mais l'énervement a fait qu'il y a eu ces deux mauvais gestes qui ont fait basculer la partie et souvent, et comme souvent face à La Rochelle, puisque sur les 6 derniers matchs de phase finale, et bien, Toulouse, sans paniquer, a réussi quand même, dans un match très moyen d'Exit, son entraîneur, à marquer 39 points et 5 essais, donc 4 essais de 3 quarts face à 2 essais d'avant. C'est exactement le reflet de ce que sont ces deux équipes depuis quelques années pour Toulouse et depuis quelques mois pour La Rochelle. Qui Ce qui dit est salon marrant, c'est de voir à tactique, quel point dit elles que accentuent. Alexandre, t'as Ouais, travaillé, tu as des choses à nous montrer, c'est ça que je voulais dire, t'as bossé. exactement. Ouais. Hmm. Je vais vous montrer deux, trois choses avec Jean-Bas qui va prendre la main. Euh, alors, on va parler des trois passes décisives d'Antoine Dupont. Pas forcément pour l'exploit des trois passes décisives, mais pour ce qu'elle raconte de certains choix tactiques ou stratégiques. Et voilà, il y a des coulisses, on va dire, sur les trois passes décisives d'Antoine Dupont. On va commencer par donc l'essai de King Gord à la 22e minute. Euh, Là, on est à la toute fin de l'essai. On voit que Dupont renverse le jeu vers Kinghorn et dans un espace libre de plus de 15 mètres, puisque Cancorier, ici dans le rond jaune, s'est rapproché du ruck et c'est le seul défenseur dans cet espace-là. Ce qui est intéressant, c'est que 20 secondes, une minute avant, Noël a pris un carton jaune pour une faute au sol un peu grossière sur sa ligne et que les Rochelais ont complètement oublié de compenser. Et Jean-Bas, je te laisse expliquer en quoi, pourquoi. Donc Noël prend le carton, en effet. La base d'un demi-mêlée dans ces moments-là, c'est souvent d'avoir la tête sur les épaules. Et même en temps normal, avec Noël, on aurait dû retrouver au bout de ta flèche, là, donc à la droite de Cancorier, sur sa gauche sur l'écran, on aurait Ici. dû retrouver Carbarlo ici, et peut-être Noël à l'extérieur. Et même si Noël prend ce carton jaune, Carbarlo aurait dû être là. Et la deuxième chose qui me choque, c'est le positionnement de Dulin. Dulin, il est sous les poteaux dans l'embut. C'est lui qui doit couvrir les par-dessus, mais on sait qu'il y en a très peu dans ces zones-là, peut-être les rasants. Donc j'aurais peut-être préféré voir Leeds dans le rond jaune à la place de Carbarlo et Dulin peut-être un peu là-bas sur l'extérieur. Mais en tout cas, pour moi, Carbarlo fait une grosse erreur d'aller se positionner là-bas. C'était une phase entre guillemets statique, une pénalité jouée à la main, où il y a eu du temps pour se placer. Il doit percevoir que Noël a pris ce carton et il doit se trouver quasiment ici. Et ce que j'ai vu en direct aussi, et donc ce qu'on voit bien dans le stade et pas forcément à la télé, c'est que dans les trois images que tu vas montrer,
dans toutes les phases de jeu et sur tous les coins du terrain, c'est que les Toulousains jouent un peu à l'auxerroise au football dans un autre temps. Pour ceux qui connaissent, avec Vairua et Kokar, collés aux lignes de touche. Et là, en l'occurrence, c'était Kinghorn et Malia qui, toute l'après-midi, sont collés sur leur touche et donnent des solutions de passes lobées, de passes sur la ligne comme ça, de passes tendues ou de passes au pied, ça, et se mettre dans les espaces. Parce que La Rochelle avait une défense, et il y a toujours une défense assez serrée avec les deux ailiers qui défendent comme des centres. Et sur toutes ces actions-là, et notamment sur celle-là, eh bien, les démarquages sont faits, les joueurs sont dans l'espace et des mecs comme Dupont, surtout lui, le voit avant les autres et a la qualité technique pour, même si la passe n'est pas bien assurée sur ce coup-là, mettre ses joueurs en position de marque. Là, on voit que Carbarlo, il est ici, là, devant le panneau Intermarché, la pub Intermarché, avec entouré du rond jaune. Ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est bizarre, c'est que c'est un joueur d'expérience qui a une carrière extrêmement riche, qui a 30 ans passés, et que dans ce moment-là, en fait, on voit que lui, mais aussi Dulin, en fait, font des choix assez étonnants. Il s'en est rendu compte de son erreur parce que sur un temps de jeu suivant, enfin sur une action suivante, il s'est replacé avec Cancorier. Alors pas à sa droite sur le coup, mais à son intérieur, mais il a gardé ce couloir. Mais là, sur le moment, dans ce moment de pression, on va dire, Perdition. Mmh. voilà, il y a un moment d'absence, on va dire, stratégique, et ça coûte cher quand Ouais, même. en plus, d'autant plus que c'est des scénarios qui sont travaillés à l'entraînement, hein. On met souvent des cartons, on enlève souvent donc nous, les entraîneurs dans nos entraînements, ceux qui prennent le plus de cartons, c'est les piliers ou les avants sur les ballons portés qui écroulent. Il y a souvent des pénalités, des cartons jaunes, donc qui les remplacent sur les mêlées, etc. Les ailiers, souvent qui tapent sur les ballons quand il y a des 2 contre 1, des mecs comme ça, et qui prend la place. Et là, et à cet endroit-là du terrain, c'était évident que les 14 Rochelais devaient se mettre en ligne. Il fallait libérer l'embut. Surtout que les embuts, c'est des stades de foot, ils sont tout petits. On dit Carbarlo, mais ça aurait pu être Dulin ici. Normalement, c'est le rôle du neuf. Mais vraiment, Dulin, il a 33 ans ou 34 ans. Carbarlo, pareil, c'est des mecs d'expérience, comme tu dis. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il s'est passé entre le carton jaune de Noël et le Dupont qui joue à la main, il s'est passé une bonne minute quoi, pour se Mm, positionner. mm, Les Toulousains se sont mm. mis en place. Et ça n'a pas tilté, quoi. Ils ont laissé ce pauvre Cancorier. Quand tu sais que Dupont, il peut porter autour, ben lui, il s'est dit, si je suis trop large, il y a Piquette à mon intérieur, il va se faire une valise, il va marquer en marchant, je suis obligé de me resserrer, et il a laissé démarquer Kinghorn sur ce coup-là. On va passer aux deux essais suivants, qui sont deux essais qui se ressemblent. C'est les deux essais de Malia, à chaque fois donc décalés par Antoine Dupont. Et ils se ressemblent à la fois par le nom du finisseur, le nom du dernier passeur, mais aussi leur construction. Jean-Baptiste, je vais te laisser prendre la main à nouveau. Euh, c'est le premier. Ouais, Toulouse, dans les zones de marque, épuise beaucoup le sens, c'est-à-dire qu'il tourne autour de Dupont dans le sens du jeu. Si le jeu, là, en l'occurrence, vient du gauche vers la droite, les avants se déplacent dans le sens, et souvent, au bout d'un moment, au bout de 2 ou 3 temps, il manque un avant. Et c'est le 12 ou le 13, donc là, en l'occurrence, Aki, qui vient faire le troisième avant. Ils ont l'habitude de s'appuyer sur lui en sautant les 2 premiers avants, et on le verra sur l'exemple d'après, c'est un peu différent avec d'autres joueurs. Ils arrivent à toucher ce troisième qui, s'il y avait un peu plus d'espace à son extérieur, sur sa droite là-bas, du côté de Malia, on imagine que la ligne de touche est dans les tribunes, il a la possibilité de redoubler avec Ntamak et de créer une situation. La plupart du temps, dans ces zones-là, il garde le ballon, il bat des défenseurs, il fait travailler la défense adverse, c'est ce qui va se passer. Ça, on le voit souvent dans le jeu toulousain, la suppléance, c'est-à-dire Et, que ouais. les centres viennent se proposer comme des avants. Et cette longue passe aussi de Dupont, au lieu de jouer sur une passe courte, ce que beaucoup d'équipes font, hein, elle fait aussi que ça oblige, ça pas des défenseurs déjà. Là, les trois premiers défenseurs, enfin les deux premiers défenseurs Rochelais, bah, du coup, ils sont un peu en retard par rapport au ballon. Mais ça oblige aussi toute la défense à circuler, à se replacer. Et là, dans les carrés rouges et jaunes, le carré jaune, c'est Wardy, le pilier gauche de Mmh. La Rochelle. Et dans le carré rouge, c'est Chocobares. Et on va voir sur la dernière capture de cette action-là qu'en termes de replacement, les deux ne vont pas faire le même effort et que ça va avoir un impact sur la suite. Voilà, c'est Donc là, exactement ça. Là, on arrive, donc vas-y Toulouse. Jean-Baptiste. Toulouse s'était mis au milieu du ring, avait décidé de bouger
de bouger les Rochelais et bouge les hommes et le ballon. Et là, surtout les hommes. On voit Choco Barres qui faisait partie du ruck, qui était quasiment collé à Wardy. Lui bougeait très vite et venir se mettre dans le fermé. Et Wardy, lui, restait alors que euh, Wardy aurait dû circuler, pousser Leeds, qui est dans l'axe du ruck, celui qu'on voit au-dessus du pont là, et Cancorier aurait pu défendre sur l'avant-dernier, et Dulin n'aurait pas été en grande difficulté. Et c'est vrai qu'en direct, on a vu souvent le dernier, Dulin, ou les ailiers, appeler les défenseurs parce qu'ils se sentaient en grand danger. Et encore une fois, rien que sur l'espace et sur la démarcation de Malia, collé à la ligne de touche, comme tout à l'heure, Ikingorn, ils ont trouvé des espaces près des lignes assez faciles. Mais pour moi, là, Dulin n'est pas en faute. Il est bien positionné. Ils sont obligés. En général, autour du ruck, il y a deux joueurs qui marquent le 9. C'est-à-dire que là, Leeds, il prend tout ce qui est à l'intérieur du 9. Si Dupont part en travers, Cancorier est obligé de défendre Dupont. Et Dulin si Chocobarès vient à croiser, Dulin doit se focaliser sur Ntamak. Donc Malia est tout seul. Si Vardy avait été là, ça changeait le rôle de Dulin et il aurait pu se focaliser un cran plus loin sur Malia. Malheureusement, j'ai trouvé, c'est ce que je vous disais en introduction, les Rochelais très lourds dans le Mmh. replacement offensif et dans le déplacement défensif. Sur le ruck d'avant, Wardy est déjà assez en retard. Et sur celui-là, il bouge plus, quoi. Il est à l'intérieur, là, il regarde le ballon, mais il est plus réactif. Et à ce niveau-là, ça laisse 1 mètre d'espace à Malia qui va marquer en coin. Donc pour celui-là, pour moi, Dulin est pas en faute. Jambas lourd parce que tu crois qu'ils avaient joué le samedi d'avant, contre Toulon et alors que Toulouse avait eu pas mal de repos? Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'ils sont comme ça depuis le début de la saison, assez poussifs. Mmh. Il y a quelques pics de forme sur quelques matchs, quelques moments où on a cru qu'ils allaient redevenir, mais c'est pas non plus anodin qu'ils aient eu du mal à se qualifier. C'est que alors qu'ils survolaient le championnat et la Coupe d'Europe depuis 3 ou 4 ans, là ça a été beaucoup plus compliqué cette année. Alors peut-être aussi que c'est la découverte de beaucoup de joueurs qualifiés pour la Coupe du Monde dans les matchs internationaux et que la fatigue s'est fait ressentir. Peut-être pas mal de blessures, peut-être que Vardy qui a été blessé très longtemps Mmh. a manque de rythme, du coup d'autres joueurs ont joué à sa place et se sont fatigués comme Panverne, qui lui est un Mmh. mec mobile mais malheureusement était sur le bord du terrain avec une attelle à la cheville. Tout ça fait que mis bout à bout, peut-être un peu le fait aussi du travail accompli, de 30 de phase finale, de finale, puisque avec Toulouse c'est ceux qui trustent les premières passes, et ben ils sont un peu endormis cette année. Et ils ont eu beaucoup de mal à se qualifier et beaucoup de mal à se mouvoir et beaucoup de mal à se déplacer et beaucoup de mal à être puissants comme ils l'étaient avant, puisqu'ils ont quand même perdu Boudin, Botia, des mecs qui cassaient des plaquages. Et aujourd'hui, eh ben, j'étais pas entre guillemets étonné, même si à Toulon il y a eu un petit sursaut. Il faut voir qu'à Toulon ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 4 essais. Il y a quand même 2 essais qui sont donnés par les Toulonnais ou par la faute à pas de chance. Et donc il fallait remettre un peu en ordre ce qui s'était passé là-bas. Mais voilà, je les ai trouvés moi en direct, vraiment avec un plan large sur le terrain, un peu les sensations que j'avais quand j'étais sur le bord du terrain, je les ai trouvés lourds dans le déplacement. On va regarder Alex? l'autre, la dernière passe décisive d'Antoine Dupont, et on va retrouver quasiment le même schéma. Dans la même zone du terrain, là on voit longue passe donc d'Antoine Dupont vers Movaca cette fois, et qu'on on voit quasiment la même structure. Dans les carrés, cette fois-ci, donc à la place de Chocobares, c'est Dorian Aldeguerri qui joue au même poste que Reda Wardi qui est dans le carré jaune. Donc Movaca va aller créer un ruck sur la ligne des 15 mètres. Puis le ballon, on est un peu plus loin que la ligne des 15 mètres d'ailleurs parce qu'il va se décaler légèrement. Il va aller orienter sa course sur l'extérieur. Et donc là, à nouveau, Aldeguerri, lui, il a fait une quinzaine de mètres de course pour aller se proposer dans le couloir. On ne peut pas dire que ce soit sa présence qui fasse la différence, mais ça montre le décalage du volume de course, quoi, en fait, de déplacement. Aldeguerri a fait l'effort d'aller se proposer dans le couloir, d'aller proposer une solution. Wardy n'y va pas, ça circule pas. Dupont porte un peu le ballon, il arrête deux défenseurs sur lui. Et là, cette fois, pour toi, Jean-Bas, il y a quand même une petite erreur de Brice Dulin.
Ouais, c'est du 50-50. Donc, si tu peux revenir à la photo d'avant, donc par rapport à ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, on est près des lignes, les avances se sont épuisées dans le sens, il manque un avant à la cellule de 3 et là, dans le désordre, alors que c'était acquis tout à l'heure, c'est Choco Barres qui vient au milieu, et on touche quand même le troisième joueur avec Ramos capable de demander le ballon en pivot. Ce qui est bien sur cette image, c'est qu'on voit la densité défensive qu'il y a souvent proche de ces lignes, c'est les défenseurs sont très serrés, très denses autour. On en compte un, 2, 3, 4, 5 quasiment qui sont battus sur une passe. C'est ce que cherche à faire Toulouse, battre beaucoup de défenseurs, avoir cette possibilité de jouer en pivot. On va arriver au ruck de Movaka. Vas-y, Alex. Et là, on voit toute la différence de ce que tu expliquais entre Aldeguiri, qui n'est pas le plus grand coureur du monde, bien au contraire, qui est peut-être l'un des joueurs qui a le plus de difficultés à se mouvoir dans l'effectif toulousain, qui lui, quand même, alimente de 10-15 mètres pour aller jouer le sens, et Reda Vardy, qui aurait dû être à l'intérieur des deux croix, à la place du blanc qui vient de se relever du plaquage pour faire un 4 contre 3, et ben, n'est pas là. Et là, j'en veux quand même un peu à Dulin parce que les deux joueurs, les deux croix là, qui sont barrés, eux s'occupent de Dupont. Aldeguiri, ça doit pas être un problème pour Dulin parce que si le ballon est élevé pour lui, ça doit être le joueur d'avant qui le prend. Dulin, là, il a 3 mètres à défendre sur le temps de passe. Il peut pas se faire arrêter comme ça. Il doit faire une individuelle sur Malia, contrairement à tout à l'heure où il est obligé de contrôler Ntamak. Là, il n'y a personne entre Dupont et Malia. Il y a pas, Ntamak n'est pas là. Il doit se focaliser sur lui et je pense que là, c'est 50-50. Il y a 50% sur la circulation défensive de Reda Wardi encore et 50% pour Brice qui pour moi, tourne trop vite les épaules et se fait un peu trop fixer avec un si petit couloir. Voilà la démonstration de Monsieur Elissalde. Bravo, bravo Jean-Baptiste. C'est intéressant, C'est plus c'est qu'on voit facile qu'en fait, c'est quand tu le vois en direct. Mm. c'est qu'on voit que les deux équipes, que Toulouse et La Rochelle, quand elles s'affrontent, comment dire, ce sont des équipes différentes, mais elles insistent encore plus sur la différence quand elles s'affrontent l'une l'autre. La Rochelle surjoue la puissance et Toulouse surjoue la vitesse. On l'a vu en début de match avec les touches vite jouées. On le voit sur ces actions-là. Il y a vraiment, c'est assez intéressant et passionnant à observer. C'est un peu comme un All Black Ouais, Afrique du Sud. l'image que tu as pris tout à l'heure, que tu m'as volé entre Forman et Ali, c'est tout à fait ça. Alors là, le ring de boxe est un peu plus grand, mais le plan d'Ogara, quand il dit notre plan était bon, c'est que tant que le jeu est allé entre 0 et 10 km/h, Toulouse était là, de touches en mêlée, de pénalités, de ballons portés. Pardon, La Rochelle était là, quoi. Ils étaient même devant. Ils ont mis à mal Toulouse qui a été maladroit, qui a concédé beaucoup de pénalités, bien évidemment, puisqu'ils ont été dominés dans la guerre du sol. Et dès que Toulouse a réussi à mettre ce qu'ils voulaient mettre en place, c'est-à-dire des sorties de balles rapides, des passes longues, déplacer les joueurs, on va le voir tout à l'heure sur le déplacement des joueurs et le dézonage, dès qu'ils ont réussi à faire ça, et bien là, Forman n'a plus existé parce qu'il était oxy et ils ont craqué. Ils ont craqué dans leur tête, ils ont craqué dans leurs gestes. Et pour moi, les deux rouges y sont. Celui d'Antonio peut être discutable, ça peut être un jaune foncé à ce moment-là du match. Mais il touche la tête, hein. On en a vu pour moins que ça prendre des rouges. Et le geste de Reda Wardi est complètement lunaire à ce niveau-là. Et deux cartons rouges en match de phase finale, ou même dans un match de top 14 classique, à moins de jouer contre des peintres, tu peux pas espérer l'emporter. Est-ce que vous voulez qu'on passe à l'autre combat de boxe? Je ne sais pas qui c'était d'ailleurs. Comment tu les qualifierais hier? Fabrice Chioso? Je ne sais pas. Non, non, c'était pas un combat de boxe hier, c'était un match de football. C'était le Sparta Prague contre l'Ajax Amsterdam et encore en 1972. C'était C'était compliqué. du Il y a foot eu anglais des années beaucoup de 80, jokers. du kick and rush. Ah ouais, c'est ça, c'est du box to box, ils appellent ça, c'est ça? Mm, mm. Et oui, oui, mais c'était pas étonnant, on va y venir. C'était quand même deux équipes qui ont fini première et deuxième dans le nombre de coups de pied mis dans le ballon toute l'année. Et au vu des conditions climatiques pendant 3-4 heures avant le match, même si ça s'arrêtait à la 10e minute, je crois, la pluie, au vu des conditions climatiques avec un ballon glissant, on était sûr que ça allait bombarder dans tous les sens et ça a été le cas. Ce qui était a priori pas. Enfin, Bordeaux est l'équipe qui tape le plus dans le top 14, mais elle avait plus intérêt, on va dire, à ce qu'il y ait un terrain sec
C'était pas à leur avantage qu'il ait plu, parce que c'est une équipe qui a quand même plus de vitesse et plus d'habitude de déplacer le ballon que le Stade français. Donc quelque part, on aurait pu penser que ça nivelait les valeurs, et ça les a peut-être un peu nivelés d'ailleurs en défaveur de l'UBB. C'est quand même l'UBB qui est passé. Euh, mais ouais, j'aurais aimé voir. Je pense que ça aurait pu ressembler un peu à un Stade Toulousain-La Rochelle, moins polarisé, mais ça aurait pu être un affrontement de style comme ça. Ça l'a moins été. On a à nouveau vu, comme lors de Stade Toulousain-La Rochelle, des ballons portés et des essais sur Mm. ballons portés. Et c'était une arme clé du week-end. C'est dommage que. Il y aurait Yannick, là on aurait passé une demi-heure, Yannick Brul, avec copain à la Coupe du Monde, on aurait passé une demi-heure à étudier les ballons portés. Bon, Jean-Bas, il n'en a jamais fait. Je ne sais pas si Yannick vous aura envoyé un petit texto avant le match en vous disant dites-moi, vous pouvez pas me sortir les stats sur les ballons portés. Je sais que Toulouse est très bon, La Rochelle les défend très bien. Il y a quand Je sais pas même ce que une tu idée dans racontes. ces matchs il y a, il y a quand même une idée dans ces matchs couperés et souvent dans le rugby, mais encore plus dans ces phases finales où souvent l'enjeu prend le pas sur le jeu, de se retrouver sur le combat collectif et de mettre encore plus à mal l'adversaire. Et c'est vrai que sur les deux matchs, eh bien, force est de constater que je crois qu'il y a eu de 4 essais, 5, 6 même peut-être, sur des ballons portés. C'est ça, ou juste après de La Rochelle, Oui, ouais. de Bordeaux, un Stade français, 5. Donc voilà, c'est quand même une chose dont on aurait pu parler, mais c'est vrai que moi j'en ai jamais fait, je les ai regardés, je les ai pilotés, et c'est vrai que Yannick aurait été parfait dans ce rôle-là, parce qu'en plus Mm. il marque un bon nombre d'essais là-dessus, il avait juste à aplatir à la fin, très costaud devant, à Toulouse à l'époque. Voilà. C'était l'émission de 4 heures, là. Ouais, Je c'est sais ça. pas, Yannick adore parler des ballons portés et Mm. des mêlées. C'est normal, hein, c'est son, voilà. Mm. Mm. Ça ressemble à ses oreilles, D'ailleurs, quoi. on se posait, on se posait une question sur la fin de match, la gestion de la fin de match du Stade français, sur ces deux, trois Mm. dernières minutes, avec la question de fallait-il aller en touche pour faire un ballon porté, fallait-il rester en mêlée. On va rappeler juste pour le contexte que ça s'est passé en deux temps. Si tu veux, Jean-François, tu veux le raconter, Jeff ou... Vas-y, vas-y, Alex. Ouais. Euh, on est dans la dernière minute. Mm. Le Stade français a 7 points à rattraper, donc un essai transformé. Et ils ont cette première mêlée quasiment sous les poteaux de l'UBB. Et la première mêlée tourne, elle est plutôt à leur avantage, mais elle tourne, l'arbitre la donne à refaire. Et là-dessus, ils obtiennent très vite, rapidement, quasiment dès l'introduction, ils obtiennent une pénalité. Et c'est la quatrième pénalité du match en mêlée pour l'UBB. Juste sur celle précédemment, la troisième pénalité, le capitaine du Stade français allait voir l'arbitre en lui demandant, et là, il n'y a pas un carton jaune? Et l'arbitre lui a dit, non, non, il y a eu deux fautes en mêlée en première mi-temps, une troisième là. Il lui dit, bon, patientez. Donc là, on est à la quatrième faute. Ils sont dominateurs. Et pourtant, ils sont dans bonne position pour marquer et transformer. Et pourtant, ils vont choisir d'aller en touche, ce qui va leur permettre de marquer, mais qui complique la tâche pour la transformation. Et donc, ils vont aller une première fois en touche, ils vont obtenir un carton jaune. Là, Jean-Baptiste pourrait y revenir, mais pour lui, il y a même essai de pénalité potentiellement Mm. sur cette histoire. Et une fois qu'ils obtiennent ce carton jaune, cette pénalité, ils se reposent la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en mêlée? Est-ce qu'on va en touche? Ils Il demandent regarde le d'abord une banc, mêlée. Alex. Ouais, il regarde le banc en plus Ouais, à chaque ils fois. regardent le banc, exactement. Ils regardent le banc, ils font des signes, ils tombent d'accord avec le banc, ils demandent une mêlée, et en fait, ils se rendent compte que l'arbitre, en fait, il place la mêlée sur la ligne dans le couloir des 15 mètres. Et là, tout d'un coup, ça leur convient plus, parce que la transformation va être trop compliquée pour eux. Et donc, ils disent, bon, bah, allons en touche Ouais. plutôt. Gabriel dit je peux Et ils changer d'avis choisissent et d'aller en ils touche. prennent la touche. Ouais. Exactement. Donc, dans la gestion de ces 5 minutes-là, ou trois quatre minutes, il y a peut-être un bug. Est-ce qu'il fallait prendre la première touche? Est-ce qu'il fallait pas rester en mêlée? Ce qu'on peut dire, c'est que le premier choix, si la mêlée avait été entre les 15 et les 15, c'est-à-dire là où elle se situait à peu près au début, avant l'en avant, puisqu'il y a eu l'avantage de jouer sur la première, je pense qu'à ce moment-là, ils auraient repris mêlée. Ils étaient partis pour. En direct dans le stade, moi je me dis, et j'en parlais avec mon fils à côté, ils vont prendre mêlée. D'autant plus que le positionnement défensif des Bordelais, côté opposé à l'introduction, ils se mettent à deux en défense face à deux attaquants.
C'est-à-dire qu'avec une bonne 89, puisque tu mets la pression en mêlée, les troisième lignes peuvent pas se lever, et c'est très dur à 5 mètres de ligne quand en défense de se relever, tu es obligé de rester pour aider tes piliers puisque tu es dominé. Il y aurait peut-être eu une opportunité de marquer assez facilement sur la croix des 15 ou d'avoir une transformation un peu plus facile. Mais à partir du moment où c'est vrai que l'arbitre s'est décalé, ils se sont dit que ayant quasiment tous leurs ballons en touche et sachant que Bordeaux ne sont que très peu dans ces zones-là, il était plus facile d'aller assurer avec Gabriel une bonne prise de balle et d'avoir ce qui leur a récompensé puisque Petit s'est mis à la faute, qui pour moi est une faute qui arrive dans les 5 mètres. Il y en avait déjà eu 3, comme tu le dis, en première mi-temps sur mêlée, mais il y en a eu 2 autres près des lignes, ça fait 5. Une sixième ici, puis là une septième, et là on le voit vraiment. Moi, en direct, il n'y a pas les ralentis, je ne vois pas dans le stade là où je suis placé, mais quand j'ai revu ça ce matin, à partir du moment où en plus il prend la décision de mettre le carton, c'est carton jaune et c'est pénalité. Pour moi, c'est clair. Il vient sur le côté, on le voit qui se couche, il emporte tout le monde avec lui, alors que c'est dynamique. Il commence à partir. Il y a Ward qui arrive, il y a Etienne qui est déjà dedans, il y a quasiment tous les trois quarts qui viennent s'y joindre. C'est imparable quasiment. Et j'ai trouvé cette décision dure pour le Alors Stade l'arbitre l'a dit en français. conférence de presse, hein, apparemment, que pour lui, il y avait Ouais. cartonné cette pénalité qui ne prenait pas pour qu'elle Ça n'avait va pas pas été remonter Oui, contre l'arbitrage, ouais. c'est normal que Laurent Labitte prêche pour sa paroisse. Mais nous, au moins, en étant neutre, et même peut-être même un peu plus par mes affinités avec Yannick et parce que Bordeaux, voilà, c'était chez eux. Mais là, j'ai dit quand même, waouh, ce matin, j'ai dit, cette décision, elle est très très difficile. Elle est très difficile pour le Stade français. Et c'est vrai qu'après, s'ensuit par contre une très bonne réaction de Yannick qui de suite sort de porter et fait rentrer un autre avant pour essayer de tant bien que mal défendre le porté d'après. Et C'est Sadi qui revient, hein. malheureusement, Mm. ouais, c'est ça. Il Mm. y a Sadi qui Bateau, il revient, y a ça ouais, et Coleman. et Il y a deux C'est Coleman. ça. retours. Mais Coleman, Si ouais. tu veux, Sadi revient parce que je pense que Sadi défend mieux les ballons portés Mm. que d'autres pieds droits, Moi, son je pense nom. qu'ils anticipaient une mêlée. Je pense qu'ils Oui, ou anticipaient le une fait que mêlée. le Stade français reste en mêlée. Voilà, Et que finalement, quand Sadio rentre, il n'y a plus mêlée. et tu sais qu'à ce moment-là du match, et vu la tournure des événements, tu sais que deux porteurs ou peut-être un autre trois quarts ne sert pas à grand-chose. En général, on sort des ailiers, mais il a fait rentrer Coleman, il a eu cette réactivité-là sur le banc de touche à la 80e minute, il y a du stress. Bon, ce qui les a pas empêchés de prendre cet essai, malheureusement, on connaît la suite. Le pauvre second a eu deux poteaux et moi je suis dans l'axe de Mm. la transformation. Elle frôle vraiment, elle sort au dernier moment. D'ailleurs, il ramasse le type Elle pensant touche qu'elle va même. rentrer. Elle Mm. touche encore? Ah ouais, elle Ouais, touche, elle ouais, elle touche. frôle. C'était Mm. vraiment. Voilà, donc à peu de choses près, sachant qu'il avait déjà mis un drop aussi sur le poteau. Paris aurait très bien pu passer dans un match encore un peu, on va le voir tout à l'heure, moyen de leur part dans l'utilisation du ballon. Ouais, ça refaire l'égalisation et la prolongation, ouais. Donc le fait marquant de ce match, d'un point de vue stratégique, on va dire, c'est l'utilisation, on va dire, extrême du jeu au pied, parce qu'il y a eu 46 coups de pied pour le Stade français, 47 pour Bordeaux, ça fait 93 coups de pied. J'ai regardé le record de l'équipe de France sur Galtier, c'est 44 en tant que seule équipe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du France-Écosse qui avait tant fait râler Mm. lors du dernier tournoi, c'est 85 coups de pied. Donc là, on est à 8 de plus. Alors, le style des deux équipes explique en partie ce nombre de coups de pied, les conditions météo, le fait que ce soit un match de phase finale aussi. Euh, et en fait, alors là, on va s'intéresser. Ça a été un jeu au pied. Il y a eu toute forme de jeu au pied. Il y a eu beaucoup de jeux au pied d'occupation évidemment. Euh, euh, Bordeaux s'est retrouvé parfois sous pression à cause de ce jeu au pied là. Et ils ont eu du mal à y répondre. Ils ont fait deux trois erreurs, des en avant de Bureau, un coup de pied direct en touche de Lucu qui donne la balle de match d'ailleurs au Stade Français. Mais il y a eu aussi beaucoup de tentatives de jeu au pied offensif, on va dire, de récupération. J'ai essayé de les tracer sur un terrain ici. C'est de la grande œuvre, comme dit. Ouais, c'est très Euh, joli, hein. C'est vraiment beau. donc le Stade français attaque de bas en haut et le Bordeaux de haut en bas. Moi, ce que j'ai remarqué, Jean-Bas, je vais le dire, après toi tu pourras... C'est que le Stade français
a beaucoup tapé quand il était dans sa zone entre les 50 mètres et ses propres 40 mètres. C'est une équipe qui ne prend pas de risques et qui a beaucoup cherché à croiser des coups de pied, des chandelles, des petits par-dessus aussi, il y en a eu, mais là, dans cette zone-là, il y a eu vraiment beaucoup de coups de pied de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Les points rouges, c'est les ballons récupérés. Donc pour le Stade français, il y a 16 coups de pied tapés, 16 coups de pied offensifs, 7 récupérés, ce qui est un bon ratio. Pour Bordeaux, il y a un peu moins de ballons récupérés. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, Jean-Bas, ce que tu vois là? Eh bien que bon, le dessin peut paraître brouillon pour les gens, mais ça s'appelle un mapping. On travaille avec ce genre de cartes quand on prépare les matchs et on s'aperçoit très vite euh, la façon dont tapent les adversaires et d'où ils tapent et comment ils tapent. Et on voit très bien là que tous les points de départ des traits roses qui vont vers le rouge, c'est-à-dire vers les ballons de récup, sont la prise du milieu de terrain. D'ailleurs, ils l'ont fait avec des touches à 3, des touches à 4, le Stade français avec des bonnes déviations, la prise du milieu de terrain par deux ou trois avant, et Cocotte qui met des chandelles côté source, côté de la touche, ou Second qui décroise des coups de pied dans le jeu courant avec des chandelles pour les ailiers, pour Etienne, pour Macalou qui reste souvent côté source. Et ça a été typique du Stade français toute l'année. Ils ont continué à le faire. Mais j'ai trouvé que ce qui m'apparaît le plus bizarre, c'est sur les deux, trois possessions. Vous voyez les deux traits roses qu'il y a très haut dans le terrain là. Ces deux ballons qui ont été très vite rendus et trop Ah ouais. facilement rendus par Second dans des zones de marque aux défenseurs bordelais. Le premier sur un lancement de jeu prévu, un par-dessus, mais il doit Ouais. absolument toucher Ça, c'est l'herbe. Cocotte. C'est Cocotte, oui, oui, C'est sur une Cocotte, ouais. 8-9, oui, c'est ça. Ouais. Ils doivent absolument toucher l'herbe parce que c'est trop facile de faire un marque à ce moment-là. Et la deuxième flèche que vous voyez tout en haut à droite, là où Celle-là, il n'y a là, pas de ouais. point rouge, celle-là, C'est c'est Ward, celle-là. Second. Et c'est Ward. C'est Ward, ouais. C'est des coups de pied. Ouais, c'est des coups de pied qui sont trop faciles à récupérer. Il faut absolument que dans ces zones-là, puisque avec la règle du marque, il est trop facile de capter un ballon dans les airs et d'arrêter le jeu. Il faut absolument toucher l'herbe. Et là, les coups de pied rasants sont bien plus difficiles à capter, d'autant plus que la pelouse était mouillée. Donc ces deux jeux au pied-là sont vraiment pas bons. Mais c'est vrai que ils ont bien plus dominé que Bordeaux, le jeu aérien, et notamment dans cette zone 40-40. Alors qu'on s'aperçoit que les flèches bleues, c'est plutôt des jeux au pied de continuité, faits par Loukou, faits Ici, là, par oui. Biel Biarré. voilà, Et des coups de pied Biel rasants Barré, aussi. qui Les voilà, deux dont tu parles là, c'est des coups de pied rasants qui sont le long de la ligne. ce Il y en a qu'on deux là. voilà, ce qu'on appelle des chasses, c'est-à-dire que là le ballon roule par terre, c'est très dur de se coucher dessus, tu prends la pression, tu peux pas donc pas faire de marque. Tu as des contre-rugs, tu prends des contre-rugs dans la tronche. Ils le font très bien. Penaud pour ça suit très bien les ballons. Bielbarré avec sa vitesse arrive très vite sur les ballons. Et d'ailleurs pendant l'essai de Bordeaux, il y a eu un jeu au pied de Lucu qui arrive dans cette zone-là. Voilà, ça m'a paru un peu plus des jeux au pied de continuité offensive. C'est-à-dire que même si sur le moment on peut se débarrasser du ballon, tout le monde pense qu'on peut s'en débarrasser, c'est très dur pour les défenseurs de sortir de là. C'est souvent des trois quarts qui se couchent sur les ballons, qui sauvent les ballons. Il faut tous se réorganiser, ça use les avants. Et c'est typiquement ce que se faisait beaucoup l'équipe de France du début de Galtier. Après deux, trois passes, on tape des rasants, on va dans les coins et on sait que si on y va plus de 7 ou 8 fois par match, en général, on marque un, deux, voire plusieurs essais suite à ces coups de pied-là. Vous allez l'aborder, mais est-ce que ce match, ça résume pas aussi totalement la saison du Stade français? Son jeu, en fait, qu'il produit depuis le début de saison. On disait, j'ai regardé les Oui. stats totales la semaine Voilà. dernière, c'est la plus mauvaise attaque du top 14 avec Oyo, qui marque le moins de points, le moins d'essais. Et Karim Ghezal me disait en interview la semaine dernière, ils veulent assumer cette identité, garder l'aspect un peu guerrier, le pack, etc. Mais offensivement, on voit qu'il y a encore des choses qui se reproduisent de Peut-être match en qu'on peut match, le non? montrer par l'exemple, Jean-Bas, là, Mm. parce on a des images qui permettent d'illustrer ça. Ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce match, il illustre le fait que sur ces ballons de récupération, que quand le Stade français a réussi à récupérer des ballons dans le jeu au pied, par le jeu au pied haut, il n'a pas su ensuite les exploiter, les utiliser. Là, c'est un exemple. Le ballon a été récupéré côté droit, il est plutôt vers ici, là. Le ballon est écarté et en fait, on voit que là, Ward fait une passe à Barré sur la profondeur et les deux, au lieu qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui fasse un appel à hauteur, une fausse piste, il y a deux joueurs qui passent à vide
et du coup, Barré ne peut plus attaquer, alors qu'il y a une situation qui peut être intéressante. Barré n'a plus de soutien, il va revenir intérieur. On va retrouver le même type de choses ici, ballon récupéré par Weber sur une chandelle de second, qui est une chandelle à l'intérieur des 40 mètres à peu près au milieu du terrain. Le ballon a été récupéré. Il y a éventuellement un coup à jouer à droite, mais personne s'y met, personne n'appelle. Là, je crois que c'est Azago qui fait une passe du coup très en profondeur pour second. Et ce qui est intéressant, c'est de suivre le déplacement de Porter ici, où les De Porter, il se dit, je vais aller combler à l'extérieur pour défendre, et le type d'attaque du Stade français va lui permettre en fait de défendre facilement, puisque là, Second, après cette passe-là, il va reculer le ballon, donc on revient à Mmh. l'endroit de la première chandelle de Second, dans le carré publicitaire ici, il envoie à Barré, et De Porter continue son déplacement, et en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a De Porter, il est dans le ruck alors qu'il est à l'opposé. Et on voit 3 joueurs du Stade français en bout de ligne contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de l'UBB, alors que c'est une situation favorable au départ pour le Stade français. Donc vraiment, l'utilisation du ballon par le Stade français est un point aujourd'hui, je pense que c'est un des aspects qui a fait la différence sur le match d'hier entre le Stade français et l'UBB. On va revenir à l'UBB plus tard, mais sur le Stade français, Jean-Baptiste. Ouais, ouais, ben c'est comme toutes les autres équipes, hein, elles ont été à l'image de ce qu'elles ont fait toute la saison et le Stade français a un gros point d'amélioration. Bon, Laurent l'a dit assez dans les médias, il se satisfaisait de faire très bien, d'avoir une bonne conquête, d'avoir une défense très haute, d'avoir des jeux au pied de pression et de dépossession, donc ce qu'il avait connu avec Fabien, ce qu'il avait mis déjà en place en équipe de France lui aussi. Donc, et tu sais que quand tu as ces trois choses qui sont bien réunies, tu es souvent bien classé dans le top 14. Mais Sauf pour que avoir l'équipe de France avait la capacité à utiliser les ballons de contre-attaque. ce qu'ils appellent les fulgurances, c'est-à-dire sur Voilà. deux ballons qui traînent avec des joueurs à connotation bordelaise et toulousaine derrière. C'est-à-dire des Mm. mecs qui savent se replacer, qui anticipent ces coups-là, qui ont le flair et qui sont capables à fixe de faire deux passes, trois passes. Si tu reviens sur l'image, moi ce qui m'a choqué, c'est Macalou. Macalou, au moment du coup de pied, il est à cet endroit-là. Au moment où ça récupère le coup de pied, il est toujours à cet endroit-là. Et quand le ballon arrive dans les mains de second, Ah, eh ben, il est tu parles toujours d'une à... image qui. Ouais, celle-là, Oh, celle-là. attends, je vais la Voilà. remettre. Macalou, c'est exactement celle que tu montres. Voilà, Macalou, il est sur les 50 et il n'a Mm. pas bougé des 50 alors qu'il y a eu un coup de pied, enfin un ballon récupéré dans le ruck, une passe, puis deux passes. Là, Macalou, s'il s'était positionné à l'extérieur de Barré, même si je suis pas trop d'accord sur la profondeur de la passe, Barré aurait dû se mettre là où est Macalou, justement, un peu plus à hauteur, pour aller jouer face à des gros. Si Macalou est à l'extérieur de Penaud plus l'ailier, eh ben, il y a, avec les pattes de Macalou, les pattes de Barré, les pattes de l'ailier, il y a forcément un coup à jouer. Et ça, ils ne l'ont pas eu en eux toute l'année. C'est vraiment un point d'amélioration qu'ils doivent avoir pour l'année prochaine s'ils veulent étoffer un peu leur jeu. C'est arriver à garder ce qu'ils ont fait de très bien, ce qui leur a permis d'être second dans des matchs accrochés, leur mental, leur morale, des fois un peu leur connerie parce qu'ils ont été durs au mal, ils ont fracassé les mecs dans les rucks, ils sont accrochés avec leur troisième ligne, leur deuxième ligne, Gabriag et tout ça. Des mecs très costauds, des mecs très durs en défense qui défendent très haut avec le travail de Gustard. Ça c'est très bon et maintenant il faut qu'ils apportent une autre palette, c'est qu'on peut se déposséder du ballon, on le fait pour récupérer, mais quand on les récupère, les ballons, il y a des coups à jouer et on l'a vu plusieurs fois où les joueurs en fait n'ont même pas envie de se replacer parce qu'ils savent qu'on va retaper dans le ballon. Ils se disent bah de toute façon nous on fait que taper donc ils en perdent l'envie même de se replacer, de se dire on donne une solution pour jouer. Après on joue pas, mais au moins on donne la solution. Là ils ne le font plus. Et un autre exemple de Macalou encore, où sur une Comme récupération de montrer tout de suite, ouais. Barré et d'Amnaoui, vas-y montre-la. Et ben il reste dans l'entre-deux-jeux quoi, il bouge pas alors que si lui avec ses pattes il reprenait les largeurs et tout, je pense que c'est vraiment, vraiment un gros point d'amélioration que doit avoir dans le jeu offensif le Stade français s'ils veulent passer un cap l'année prochaine parce que ils vont être entendus sur la dépossession, ils vont être attendus sur la conquête, ils vont être attendus sur leur défense haute, les adversaires vont trouver des parades, donc ils doivent développer aussi autre chose. Et voilà, là on le voit très bien. S'il y a eu un coup de pied de dégagement de Bordeaux qui est monté à peu près en quinconce après une chasse de Paris. Amdaoui récupère ce ballon, mais il ne peut que se le mettre sur le pied. Il n'y a personne à disposition pour le jouer. Alors que Macalou, je me souviens, il fait quoi 20-30 mètres,
il est en footing, il est à 7 km/h, 8 km/h, c'est une marche accélérée. Alors que s'il fait l'effort et qu'il se met Et il y a entre beaucoup de joueurs à l'arrière Marchand va autour coller aussi la touche, d'ailleurs. voilà, si Marchand va coller la touche là-bas et que Macalou se remet dans l'espace, avec une passe, Macalou il va jouer Coleman en face. Macalou il court à 37 km/h et il y a 30 mètres de champ à gauche là-bas. Et un 2 contre 2 même à ce niveau-là, avec les mecs en face, avec les jambes de Macalou et de Marchand, je veux voir où ça va. Mais ils ne font plus l'effort, ou ils ne font pas l'effort. Donc c'est vraiment un point important à travailler dans le jeu du Stade français, pour moi. Je crois que Hamdaoui n'hésite même pas d'ailleurs sur cette situation. Il a de l'espace pour avancer un peu, mais il sait que c'est pas dans le langage de cette équipe-là. Et du coup, ni lui il ne fait l'effort d'avancer, ni Macalou de reculer. Et du coup, ça donnera une petite touche. Et on va voir la différence. C'est pas exactement la même action, mais on va voir la différence avec l'UBB. Ici, c'est le début de l'action Pardon, j'essaie de faire quelque chose de propre pour un peu avancer. Voilà. C'est le début de l'action de l'essai de Beauchaton. Le ballon vient d'être récupéré par l'UBB. Il y a eu deux passes d'avant, c'est-à-dire qu'ils sont dans leurs 22 mètres sous pression. Et je crois qu'il y a le pilier gauche remplaçant plus Diaby qui font passe-passe sans bouger, alors qu'ils pourraient juste se rassurer en gardant le ballon. Et le ballon atterrit dans les mains de Garcia. Et là, on voit le mouvement de tous les trois quarts de l'UBB. De Porter, numéro 12, il recule pour se mettre en position de jouer. Buros, il prend la largeur pour se mettre en position d'attaquer, pour aussi gagner du terrain sur la défense adverse. Et Biel Biarré, numéro 11, pareil, il fait un effort pour se replacer, reculer et reprendre la largeur. Et là, on voit les habitudes en fait de cette équipe qui ose un peu plus, Oui, même oui, là, franchement. ouais, ouais, c'est une situation à l'image de leur saison. C'est une situation où le cul est sous pression, dégage en catastrophe, un coup de pied chaussette qui tombe dans les bras de Cocotte à 30 mètres de la Mm. ligne d'essai. Cocotte remonte le ballon, veut faire du Cocotte en rajoutant un peu comme s'il avait été touché à la tête. Enfin bon, un Pas truc son genre. lunaire encore. Ouais, ouais, il a été lunaire sur ce Mm. match-là, hein. Il aura Mm. coûté 19 points au passage. Du coup, il perd le ballon. Et là, ce qui est incroyable, alors là, c'est un peu plus facile, ce sont des trois quarts, il y aurait Macalou en blanc, s'il l'avait fait toute l'année, à la place de deux porteurs, il aurait eu ses 5 mètres ou 6 mètres pour se replacer. Il y a les deux premiers avants, c'est ce qu'on apprend à l'école de rugby, c'est le récupérateur n'est pas l'utilisateur, deux passes et on voit ce qui se passe. Ils le font admirablement bien sur ça, comme tu l'as dit, Alex. Et là, tout le monde se met en branle pour jouer un coup. Et vous voyez, il n'y a pas de surnombre. Il y a juste 5 attaquants contre 5 défenseurs, sauf que des mecs en retard, des mecs un peu en avance, des avants à l'intérieur. Il y a un déséquilibre qui se crée. Et sur les pattes, et en jouant une ou deux fois debout, ils ont réussi à traverser le terrain. Et ça, c'est la différence aujourd'hui entre Bordeaux qui tape beaucoup dans le ballon, mais qui sur second ballon, les ballons de turnover ou les ballons de récupération arrivent à créer des situations. Et le Stade français qui tape énormément aussi, d'autres formes de jeu au pied, mais qui eux, quand ils récupèrent le ballon, sont un peu plus empruntés dans la transition. On va le voir sur la suite de l'action, puisque, pardon, on est là, la suite de l'action c'est ça. L'UBB va beaucoup avancer. Lucu intervient en premier attaquant. Il tape un rasant à suivre dans l'embut. Et là, le ballon va être récupéré par second, mais la chasse est bonne, permet à l'UBB de récupérer le ballon. Et là, en fait, c'est là où on voit que par rapport au Stade français, ce décalage dans l'utilisation du ballon, cette promptitude, cette envie d'utiliser le ballon, ils vont réussir les avants vont vite intervenir, vite relever le ballon, concentrer la défense du Stade français dans l'axe avec deux, trois percussions. Et au final, quand le ballon sort, on voit qu'il y a 14 Parisiens concentrés dans le carré rouge là, et on voit surtout qu'il y a une structure bordelaise qui est mise en place, prête à jouer quoi. Elle est pas parfaite dans les replacements, mais en tout cas, il y a une situation intéressante à jouer et ça va donner l'essai de Penaud, de Beauchaton sur Ouais. la passe de Mm. Penaud. Jean bas. C'est exactement ça, et ça va faire la transition à ce qu'on va dire plus tard en parlant de la finale. Si tu peux revenir sur la situation d'avant, s'il te Ouais, parce plaît. qu'il vous reste plus que 10 Voilà. minutes, hein. 10 minutes, hein, Il je vous n'y a pas de annonce. Pour problème. ça Il n'y a ou pas de problème parce qu'il y a les arrêts de jeu, il y aura peut-être les prolongations. On est en phase finale, donc il faut se Ah, préparer pardon, à tous les pardon. scénarios. Pardon, monsieur. Donc non, non, pas celle-là, celle d'après, s'il te plaît, Alex. Voilà, celle-là. Là, si vous voyez au-dessus de le cul dans le rond jaune, en haut là, vous voyez Garcia et Bureau se relever.
mais la situation Aussi, ouais. d'après, voilà. Mais la situation d'après, Garcia est le premier après. Il y a 2 jeux d'avant là, un peu dans l'axe. Mm. Garcia Mm. est le premier en position de numéro 10, mais ce qui est très bien à Ici, au Bordeaux, milieu. c'est que tout à l'heure, contrairement à Paris, on voit Moefana qui vient tout seul faire une fausse piste à hauteur. On voit Buros qui se met en position de numéro, entre guillemets, numéro Ici. 12 ou 13, enfin Mmh. voilà. Penaud qui est normalement un ailier prendre la place d'un centre, ce qu'il a fait toute l'année. Beauchamp prend la largeur et la seule hic sur cette photo-là, c'est peut-être que Tatafou aurait dû coller la ligne de touche à la Malia ou à la Kinghorn pour étirer la défense et se mettre dans l'espace. Lui vient rajouter une fausse piste, mais qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a aucun regard des roses qui se met sur lui. C'est peut-être le seul hic, mais en 3 passes, et ben c'est Beauchaton qui va marquer en coin, et c'est ce qui a fait la différence à la fin entre, même si le Stade français peut se sentir lésé sur la dernière décision, c'est quand même ce qui fait la différence entre une équipe qui sépare beaucoup du ballon, mais c'est jouer les seconds ballons de contre-attaque ou les Mm. turnovers. Une équipe qui sépare beaucoup des ballons, mais a des difficultés encore aujourd'hui à utiliser les ballons dans le désordre et sur les transitions. La transition est tout trouvé. En parlant de transition, on va passer au troisième thème. Cette finale, est-ce que c'est la finale rêvée, monsieur Elissalde? Rêver, je sais pas, je veux pas faire de tort ni aux Rochelais, ni aux Parisiens qui ont fini deuxième et qui auraient pu, on l'a vu à la fin du match, être là aussi en finale. Et d'autres équipes, hein. Toulon a loupé son match parce que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas habitués au match de phase finale non plus, comme si le fait juste de se qualifier après 6 ou 7 ans ou 5 ans sans C'est qualification, c'était déjà arrivé, mais on retrouve quand même les 2 équipes qui ont été le plus, entre guillemets, emballantes, qui ont créé le plus de choses toute la saison, avec un Toulouse qui, même avec l'équipe 2 dans le championnat inscrit, serait une finale peut-être Toulouse-Toulouse 1 contre Toulouse 2, on l'a vu, et un Bordeaux qui, malgré l'an 1 de Yannick, en s'appuyant sur les quand même quelques bases Curios avait mis en place, et une magnifique ligne de 3 quarts, a créé quand même beaucoup de choses positives dans toute l'année, a fait une belle Coupe d'Europe, même s'ils se sont pris les pieds dans le tapis contre Harlequins, parce que les intensités de ces matchs-là, face à des équipes comme ça, ils n'étaient pas habitués, et ils vont s'y habituer très vite. Et malgré des pépins, ils sont accrochés, donc la finale de rêve, je sais pas, mais une finale emballante à Marseille. Donc on peut penser qu'il fera beau, je l'espère, et qu'on va avoir 2 équipes qui là pour le coup se ressemblent beaucoup, avec beaucoup de déplacements, une conquête quand même assez fiable. On a vu des bons ballons portés de Bordeaux, mais Toulouse est numéro 1 dans ce domaine-là, donc ils sauront aussi le faire. Et 2 équipes, on va le voir sur les prochaines slides d'Alex, qui dans leur façon de jouer, même si Toulouse se sépare beaucoup moins du ballon que Bordeaux, ont quand même cet appétit de jouer les turnovers, de jouer les transitions et surtout de dézoner et d'aller apporter du mouvement dans les sens là-bas à l'opposé du terrain et de pas forcément rester dans un jeu stéréotypé de zone où tout le monde recharge. Ils ont envie d'aller créer du désordre. Penaud est très, très à l'aise là-dedans, Bielbarré aussi. Et vous allez voir les Toulousains, c'est leur marque de fabrique. Donc j'espère que ça sera ouvert, que les Bordelais ne se sont pas. Je les ai vus traverser le terrain en courant à la fin, comme si c'était champion du monde. J'espère que c'est pas une fin en soi d'avoir passé juste un step. Il faut qu'ils croient en leur chance. Il faut qu'ils soient attentifs à tous les niveaux face à un grand stade toulousain. Mais sur un match, tout est possible. Mais il y a encore quand même l'avantage à Toulouse par la force de l'habitude et par ce qu'ils ont montré toute l'année. Alex? Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux meilleures attaques de la saison en termes de nombre d'essais, avec quand même une nette différence puisque c'est 103 essais, en tout cas avant cette demi-finale. Avant les demi-finales, c'était 103 essais pour le Stade Toulousain, 83 pour l'UBB. Euh, on va regarder des aspects parce que c'est des équipes qui ont des points communs, mais qui ont aussi des choses assez différentes. Euh, on va insister d'abord sur les différences. On va juste regarder les manières de marquer les essais avec ce double graphique de grande qualité. Euh, à gauche, c'est les essais marqués donc en moins de 4 temps de jeu. On voit que là, l'UBB Toulouse donc est sur la barre la plus bleue et l'UBB la barre bleu clair, bleu ciel. Toulouse, c'est 67 essais marqués en moins de 4 phases de jeu, donc assez rapidement.
et 61 pour l'UBB. Par contre, au-delà de 4 phases de jeu, on voit que Toulouse marque beaucoup plus au-delà de 4 phases de jeu. Ça raconte quelque chose, Jean-Bas, ça raconte que Toulouse aime posséder le ballon et se lancer dans des longues actions comme ça et est efficace là-dedans, alors que l'UBB aime attaquer, n'est pas frileuse, mais jusqu'à un certain, elle attaque peut-être jusqu'à un certain point. Ouais, ça montre pour moi trois choses. La première, c'est que pour les essais marqués en moins de 4 phases, je crois même que Bordeaux, sur la première phase et sur la deuxième phase, c'est-à-dire vraiment les lancements, entre guillemets, préparés, Touche mêlée. tout ce qui, voilà, touche mêlée, ce qui est marqué sur le tableau noir, c'est-à-dire on va faire un point de fixation ici, on va renverser le jeu, vraiment sur le L'équipe la lancement plus de jeu efficace. typique, c'est l'équipe la plus efficace. Certainement dû à cette connotation irlandaise qu'a McNamara, c'est ça, l'entraîneur de Ouais. l'attaque, qui a dû, il a fait les sélections jeunes en Irlande, avoir, avoir eu cette éducation du penalty sans goal, du lancement de jeu, qu'a pu lui transmettre, comment il s'appelle l'entraîneur très blond Schmidt. Joe Schmidt de cette époque-là. Je crois qu'ils ont travaillé un peu ensemble. Enfin, il a cette culture-là de l'efficacité sur le lancement de jeu. Touche mêlée, une phase de jeu, maximum 2. Je crois que c'est C'est du jeu 49 essais programmé. sur lancement de jeu. Voilà. 49 essais Alors que, après touche au mêlée. alors que Toulouse, c'est pas une obsession, ils aiment bien les faire, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent, touche complète, prise du milieu de terrain acquis, les avants qui tournent autour, deux passages à vide avec des options. Bon, c'est c'est pas dans la plus trop dans la culture toulousaine, même s'ils le font bien. La deuxième chose, c'est pour les essais à plus de 4 temps de jeu, je pense qu'il y a aussi une, une façon de vivre ensemble et d'évoluer ensemble. Toulouse, maintenant, ça fait 8 ans qu'ils sont sous l'herbola, mais 5 ans qu'ils ont cette équipe-là, et les mecs savent se trouver, se retrouver dans le désordre. En plus, c'est la culture du club et l'ADN du club de bouger les hommes et le ballon, mais ce vécu commun font que, après 4 5 6 phases, même si ça déconne un petit peu, qu'il n'y a pas les rugs parfaits, qu'il n'y a pas le très bon positionnement, avec les joueurs qu'ils ont et la confiance qu'ils ont et le vécu qu'ils ont surtout, arrivent à aller pousser un peu plus loin le curseur en termes de possession, contrairement à Bordeaux qui est à l'an 1. Et je pense que le troisième chose, c'est que Bordeaux, en étant à l'an 1, se souvient de ce qu'il a aussi eu dans son éducation, entre guillemets, à la Urios, c'est-à-dire que dans son camp, et notamment dans l'entrejeu, au-delà de 3 rucks, si on n'a pas breaké, si on n'a pas créé de différence, si on n'a pas eu une avancée assez flagrante et assez franche, on inverse la pression, on tape dans le ballon. Et c'est pour ça que ça fait monter les stats du jeu au pied par rapport entre les deux équipes, entre Bordeaux et Toulouse. On peut aller regarder ces stats de jeu au pied. C'est aussi bien en nombre de coups de pied qu'en mètres parcourus, c'est assez énorme. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc le différentiel en bleu, là cette fois en bleu foncé, c'est Bordeaux et en bleu clair le Stade Toulousain. Le nombre de jeux au pied par match, on est quasiment à 30 pour l'UBB et à 21,6 pour Toulouse. Donc l'UBB est l'équipe qui tape le plus et Toulouse est l'avant-dernière de ce classement-là dans le top 14. Et sur les nombres de mètres parcourus par match, on est à 3 terrains de différence, quoi, grosso modo. L'UBB tape pas loin d'1 kilomètre par match, qui est 300 mètres de plus que le Stade Toulousain. On est vraiment sur deux langages différents. Et pour accentuer ce côté, dans le côté à Toulouse, on pourrait dire qu'il y a un côté excessif dans l'attaque, enfin excessif. En tout cas, ils y vont pleinement. Chez l'UBB, il y a Passionné, ouais. encore un côté voilà, mesuré, avec plus de mesures. Et on le retrouve aussi dans cette statistique-là, je trouve. Ça, c'est les essais marqués donc après turnover ou après pénalité jouée à la main. Donc, c'est les essais où on prend l'initiative de jouer. Et on voit que Toulouse en a marqué 49 contre 29 à l'UBB. C'est exactement en fait la différence du nombre, en termes de nombre d'essais au total. C'est-à-dire que c'est 103 à 83. Et les 20 essais de différence, on les retrouve là. C'est-à-dire que Toulouse joue plus et sans doute mieux les turnovers et joue très bien aussi les pénalités à la main près de la ligne adverse. Ils sont vraiment très forts pour ça. Ils ont plein de combinaisons. L'UBB ose aussi, mais encore moins, enfin moins aujourd'hui que le Stade Toulousain. J'en bats. Oui, c'est exactement ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Peut-être, en parlant du jeu au pied, que sur ces mètres parcourus au pied, si j'étais proche de Yannick, je lui dirais
pour pas s'exposer, parce que le problème de gagner de la longueur au pied, c'est de taper long dans les bras de Ramos, dans les bras de Kinghorn, dans les bras de Malia, avec cet appétit qu'ils de ont sur les Tamac. turnovers et les contre-attaques, de Tamac. Soit il faut vraiment que ça soit très très long, soit ils peuvent se prendre dans la figure de contre-attaque. Et tirer peut-être du jeu au pied qu'a eu le Leinster face à Toulouse, qui leur a pas permis de contre-attaquer justement, avec un jeu au pied très performant du neuf, très haut, dans les angles, avec beaucoup de pression. Donc si Lucu est apte à faire ce style de jeu au pied, je pense qu'il ne faut pas s'en priver, même si Kinghorn, Malia et Ramos sont bons sous les ballons hauts. Quand même, tu les pousses à les plaquer tout de suite, si ce n'est les récupérer, tu les pousses à les plaquer tout de suite, à les coincer dans un coin, et les obliger à faire des relances de jeu avec moins de vitesse. Voilà, il est sûr que pour Bordeaux, pour cette finale, ils devront absolument, absolument priver les Toulousains de ces ballons que tu as montré sur le dernier petit schéma, de ces ballons de turnover, de ces ballons de contre-attaque, et les contraintes à un jeu lent, parce que sinon, ils vont se mettre en grande difficulté. Et l'autre danger de Bordeaux, c'est que comme ils aiment utiliser un peu le ballon, il faudra faire attention à pas aller trop loin. Et là, justement, rester dans ce qu'ils savent faire parce que le moindre turnover, s'ils vont trop loin, le moindre grattage dans un ruck, le moindre en avant, c'est ce qui donne de l'énergie à Toulouse et Toulouse va se nourrir de ça énormément. Donc ça risque d'être un match pour moi assez emballant. Et là où j'ai envie de voir, c'est qui, donc dans l'utilisation du ballon un peu placé, et là on va y venir, va dézonner le mieux. Les deux équipes pour moi sont celles qui le font le mieux depuis le début de championnat, avec Penaud et Bielbarré d'un côté, avec le Bel Kinghorn et tout. Et l'image qu'on va voir, qui va venir là, est flagrante pour moi, mais les deux équipes se ressemblent. Jean-Baptiste, tu fais toutes les transitions, c'est bien, hein. Franchement, l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. Pourtant, vous avez dépassé le chrono. Je vous accorde encore quelques minutes, mais Jean-Bas, j'ai On l'impression Ouais, que n'a il y pas, a, on il y n'a a pas une, beaucoup de. t'es à la maison, Ah oui, quoi. il y a une vidéo, mais il y a une vidéo là, on est à la 80e, ça a sonné, l'arbitre a appelé la Ah pardon, vidéo, pardon, pardon, pardon. Je ne savais voilà. pas. Allons-y, Arrêt de allons-y. jeu, arrêt de jeu, arrêt de jeu. Arrête de jeu, alors. Ah. Donc voilà Donc ce que ça, vous c'est expliquez quelque chose sur dont on avait le. beaucoup parlé pendant le tournoi. C'est les dézonages, donc c'est tous ces mouvements des trois quarts. Soit là, on va voir que c'est tout seul pour Penaud, mais soit collectivement pour aller, pour tourner d'un côté à l'autre du terrain, apporter des surnombres. Jean-Bas, je te laisse la parole. Là, on voit Penaud dans le couloir à droite. Ouais, ça, il le fait Il a admirablement 46-39 bien. au chrono. Il a cette capacité physique, athlétique, il a ce flair du rugby, et puis il a sa formation de centre quand même. Tu avais fait un très bon papier là-dessus d'ailleurs sur son activité. On s'aperçoit que Penaud qui joue à l'aile droite touche beaucoup plus de ballons du côté gauche et Au beaucoup centre du plus de terrain, ouais. ballons et au centre du terrain comme un centre. Et là on va le voir sur cette image, donc c'est 40, vous allez voir, 46-39. c'est voilà, vas-y. Et à 46-49, donc 10 secondes plus tard, on Voilà. le retrouve complètement à l'opposé de l'autre côté en soutien et il rajoute du surnombre à un surnombre. Ouais. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il avait fait marquer sans toucher le ballon un essai à Tapouaille contre le Stade Français dans le dernier match de championnat. En dézonant comme ça, il s'était placé là et juste en se mettant là, il avait créé à Etienne une question en disant bon ben il est là, je défends sur lui et c'est le joueur d'avant qui avait marqué l'essai sans forcer, mais il a cette faculté à se relever, à partir. On voit que Buros là est un peu en retard, un peu sur la ligne pointillée, mais lui aussi le fait. Bielbarré le fait dans l'autre sens. C'est un peu moins stigmatisé que Toulouse, on va le voir sur la prochaine slide, mais c'est quand même un point fort de Bordeaux. Et ils peuvent le répéter, ils ont les joueurs pour le faire, deux porteurs, Moefana, qui le fait un peu moins parce que lui il est plus dans le milieu du terrain, mais deux porteurs, Penaud, Bielbarré, Buros, ces garçons-là ont carte blanche pour aller dézoner là-bas et apporter des surnombres. Et ça, j'ai hâte de voir s'ils vont trouver les solutions face à Toulouse et avoir de bonnes possessions là-dessus. On va voir tous les avantages et toute la force du Stade Toulousain sur sur les dézonages sur l'exemple suivant. Donc toujours tiré de la demi-finale d'hier. Voilà, donc on va toucher le couloir, Ramos, Malia au sol, Ramos premier soutien, Kinghorn sur le ballon. Donc là, les Toulousains, vous verrez Couloir toujours, des 5 mètres. voilà, vous verrez toujours trois avants qui vont arriver pour jouer des duels, essayer de jouer debout sur la première cellule après le 9. Mais celle-là, souvent, elle est d'affrontement, je dirais, à moins du offload. Elle passe souvent quand même par le sol à 86% du temps. Et sur la deuxième passe, encore deux.
trois avants qui vont venir se proposer, souvent avec Roumat, Arnold, Meafou, mais qui sera blessé, mais qui sont là, qui sont des mecs qui manipulent le ballon très bien, et qui sont capables de jouer dans le dos avec tous ces trois quarts-là. Et vous voyez les noms? Ramos, Ouais. Malia au Ramos sol ici, et ouais, Kinghorn. Malia au sol, Kinghorn, et donc Et on va voir dans la continuité de l'action 22 secondes après. Donc ils se sont relevés et ils ont vite dézonné, ils ont basculé de l'autre côté et on les retrouve qui forment la ligne d'attaque à l'opposé, côté gauche, Et ça, c'est ce qui avec ce fait que la disait force de. Jean-Baptiste, les trois avants ici, là, les avants ici qui viennent à hauteur pour se proposer. Le record de quand j'étais avec Montpellier, Lebel nous avait marqué un essai. Il était par terre comme tout à l'heure Malia dans un couloir des 5 mètres. Et ils étaient passés qu'une fois par le sol avec la première cellule d'avant. Sur la deuxième, ils avaient joué dans le dos. Et c'est lui, Lebel, qui avait marqué l'essai en coin là-bas. Et il avait mis 7 secondes pour se relever et traverser le terrain et apporter le surnombre. Euh, Ils ont l'habitude de s'entraîner comme ça. Ils le font à haute. Alors là, c'est plus de la haute intensité, c'est de la très haute Mmh. intensité. C'est de l'envie d'aller batailler les ballons. Et même dans leur échauffement, on le voit. Et à force de s'entraîner à cette vitesse-là, et ben les mecs, ils le font. Et ça apporte des surnoms incroyables. Parce que quand t'es défenseur Rochelet là-bas, pour peu que tu sois un peu lourd, on voit Antonio, Skelton et tout. C'est pas ces mecs-là qui vont traverser le terrain comme Ramos, Malia et Kinghorn pour venir à l'extérieur de Favre. Ils sont obligés de rester à l'intérieur, même s'ils peuvent boucher plus vite. Ramos, Malia, Kinghorn, ils iront toujours plus vite que Aldrit, Skelton et Antonio. Donc c'est le jeu toulousain par excellence, fait en plus avec les avants au milieu. Là, si Arnold est capable de toucher le ballon, puisqu'on anticipe sur les extérieurs, ça ouvre des portes intérieures sur les épaules faibles, fait de jeu debout. Dupont qui lui porte les ballons autour, peut-être un peu trop sur ce match-là. On y reviendra peut-être un jour après la finale. Et fixe les deux premiers défenseurs et ça crée des surnombres incroyables. Et le jeu toulousain est fait que de ça. Et ça sera un défi pour la défense bordelaise, justement, que Toulouse n'arrive pas à prendre de vitesse dans ses couloirs pour pouvoir dézonner, parce que ça sera très compliqué pour eux de défendre. Cette action-là, elle n'est pas neutre puisque c'est le carton jaune de Noël. Au bout de cette action, il y a le carton jaune de Mmh. Noël. Et donc cet effort de Ramos, Malia et Kinghorn qui apporte un surnombre. Il n'y a peut-être pas surnombre, mais au moins il y a une situation d'attaque intéressante. Oui, si, il y a surnombre, je pense. Il y a une situation d'attaque intéressante. Noël va être obligé de va se mettre à la faute grossièrement, alors que de l'autre côté, ben, il y a 5 Rochelais qui défendent face à personne. Euh, voilà, ces efforts-là, ils payent beaucoup, ils créent beaucoup de situations dangereuses par des essais, des cartons. Et, et c'est ce qui fait vraiment que le Stade Toulousain, comme le dit Jean-Bas, est redoutable. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, 82e, l'arbitre a dit qu'il n'y avait rien sur la vidéo et C'est donc il bon? va s'apprêter à mettre le sifflet à la bouche, Alex. Je Qui crois a qu'on a gagné? fini Oh là. là là. Pouah. Dites-moi, de toute façon, j'ai plus de batterie. Je vais vous laisser, c'est ma technique. Mmh. Quel bonheur d'avoir parlé rugby pendant 1 heure avec toi, Jeff. Tu sais, le pire, c'est qu'on remet ça la semaine prochaine. Non. Ouais, ouais. Mais pour une Tu peux. finale, on peut pas faire un peu plus, non? Avec une rétrospective de la saison. Bah, ça, vous pouvez faire. Il y a un truc qui est très pratique, c'est en FaceTime. Vous vous appelez tous les deux avec Alex, vous faites un petit truc comme ça dans la semaine, ça peut durer des heures. Faites ce que vous voulez, hein. Mm. Ça peut. Non? Bon, Non, mais On on peut peut le ouais, je se dire suis faire en en aussi, café manque, hein. aussi, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, on peut se retrouver samedi prochain, au lendemain de la finale. Mais pour 1 heure, 1 heure 10, quoi, pas plus, quoi. Parce qu'après, je serai en Argentine où j'ai pas de forfait, tu sais, donc je payerai avec mes pesos, là. Donc, non. Samedi prochain, on se retrouve. Ça vous va? On vous tiendra au courant pour l'horaire, on fera 18 ou 19 heures en fonction. Ce sera Ouais, ça le dépendra. lendemain de la finale, le temps ouais, on vous tiendra au courant dans la journée de samedi pour ceux qui aiment Mm. suivre ce programme-là. On fera une brève sur le site pour annoncer. Ouais, vous inquiétez pas, on sera là. Merci à Mm. tous.